Aimé Dontigny, je suis le directeur du programme Inspiré et Enraciné, one of the six granting l'un des 6 programmes au Conseil des arts du Canada. de subventions principaux. La plupart d'entre vous sont familiers avec mon programme car vous recevez probablement une aide pluriannuelle du programme Inspiré et Enraciné, soit comme institution artistique ou catalyseur artistique. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui se sont joints à nous au Conseil ce matin pour une session d'information sur la date de tombée prochaine du 9 octobre prochain pour les demandes pluriannuelles de cette composante, catalyseur artistique. Donc, merci beaucoup de l'invitation pour s'adresser à vous aujourd'hui. Hello, my name is... Bonjour, je suis Alexis Andrew. Je suis directrice des programmes de subvention. Jusqu'à tout récemment, j'étais directrice de l'évaluation de la recherche et mesures de performance au Conseil. Et en fait, c'est ma dernière initiative, ma dernière apparition publique. Donc, j'aimerais dire au nom d'Aimé, de moi-même et de tous les gens qui ont travaillé sur les projets que vous allez voir aujourd'hui, un gros merci à Catherine Carlton et à l'équipe ici chez Orchestre Canada pour cette invitation et pour l'accueil chaleureux. Nous savons que nous sommes la dernière chose entre vous et le souper ou vos cocktails. Donc, on va essayer d'être assez bref et intéressant et j'espère que nous allons vous rendre un peu curieux au sujet du travail que nous faisons. Brièvement de c'est quoi en fait le service de recherche au Conseil, c'est quoi notre mandat, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille. Et puis, voilà. I was wondering who had the clicker. You. Je me demandais qui avait la manette, vous ou... Mais c'est moi qui va faire avancer le côté anglais et Nick va faire avancer le français et il va me le rappeler lorsque j'oublie parce que c'est certain que ça va arriver. Le service de recherche, c'est une petite équipe. On est une dizaine de personnes, mais on travaille étroitement avec les programmes, beaucoup avec le programme, en fait, d'Aimé depuis un certain temps. Et je pense les 3 projets qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, ont été en collaboration avec l'équipe d'Aimé. C'est pour ça qu'on fait la présentation ensemble. The real point of... L'objectif de ce département au Conseil canadien, alors il y a plusieurs facteurs. Premièrement, nous voulons soutenir le processus décisionnel au sein du Conseil. Nous sommes responsables de la production de statistiques et de données au sein du Conseil. Donc, si vous avez déjà visité la page sur les chiffres et les histoires, c'est le travail que l'équipe de recherche fait. Mais de plus largement, l'intention vraiment, c'est de pouvoir démontrer l'impact de financement public pour les arts et du secteur des arts en général. Et c'est fait à l'interne par les chercheurs et les analystes et les évaluateurs au Conseil et à l'externe également avec plusieurs partenaires et avec des chercheurs de la Commission. Donc, certaines des choses que vous connaissez probablement, c'est des choses comme le compte satellite pour la culture. Fait par Hill Strategy, so all of the Hill Strategies research. Donc, la recherche de Hill Strategy est financée en partie par le Conseil et je remercie Héritage Canada qui crée des partenariats avec nous, qui travaille souvent avec nous en partenariat. Et Richard pourra ajouter quelque chose s'il veut. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 projets qui sont d'intérêt pour la communauté des orchestres et dans le secteur des arts en général. 2 d'entre eux sont toujours en cours, donc vous allez avoir des informations à l'avance sur certains d'entre eux. Et le dernier, c'est quelque chose qui a été publié il y a environ 2 semaines et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez reçu de l'information à ce sujet, mais c'est disponible sur le site Web. Alors, pour chacun de mes profils de projet, je vais répondre à quelques questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche? De vraiment cibler pourquoi est-ce qu'on fait ce travail, parce que la recherche, ça doit servir à quelque chose, surtout quand on est dans une institution comme le Conseil des arts. On ne fait pas de la recherche uniquement d'un intérêt personnel ou académique. It really has to be a service. Ça doit vraiment être un service à la communauté. Deuxièmement, nous allons parler de comment on fait la recherche et ensuite ce qu'on essaie de faire. Et finalement, on va parler de ce qu'on voit comme étant l'impact ou l'avantage pour vous en tant qu'orchestre.
Au niveau vraiment macro, on va passer à quelque chose un peu plus sectoriel et ensuite directement à un projet de recherche qui vise les orchestres symphoniques spécifiquement. So the first one is the work that we've been doing. La première chose, c'est le travail qu'on a fait sur le cadre de travail d'impact. Et je veux vraiment vous dire que ça a été un très grand projet et un travail d'équipe à l'interne et à l'externe. Et je remercie Catherine Carlton qui fait partie de notre comité consultatif là-dessus depuis le début. Ça a été un processus long et complexe et parfois un peu difficile, mais nous avançons. Et aussi, bon nombre d'entre vous, vous connaissez Shannon Peet et elle a été la directrice du projet. Donc, qu'est-ce que c'est, ce cadre d'impact qualitatif? Pour débuter, nous avons identifié il y a quelques années, on a vu qu'il y avait un écart en termes de la trousse d'outils qu'on avait pour parler de la valeur et pour comprendre l'impact des arts. Nous avons des données de haut niveau sur l'impact économique, comme le compte satellite culture. On a de l'information sur la programmation pour voir quel est l'impact directement à partir du financement que nous octroyons. Mais il y a un écart entre notre compréhension de l'impact du financement public. Nous avons aussi remarqué qu'on se fiait beaucoup aux informations quantitatives, et c'est ce que vous allez voir dans notre présentation. Et le focus pour nous, on s'est focusé sur quelle est la valeur de ce que nous faisons, quelle est la valeur de ce que vous faites, et comment est-ce qu'on peut mieux comprendre et expliquer ceci à nous-mêmes, à la communauté et à d'autres décideurs. Pour nous, en tant qu'institut gouvernemental, nous devons aussi répondre à certains gens, mais vous aussi, pour vous expliquer la valeur que vous amenez ou que vous offrez. Donc, on a embauché une firme que vous connaissez probablement, Wolf Brown. Ils font beaucoup de recherches auprès des publics aux États-Unis et dans le monde. Ils sont des experts dans la compréhension de la valeur intrinsèque. Et c'est ce qu'on appelle cette boîte noire. Comment est-ce qu'on comprend les valeurs non économiques, non quantitatives qui proviennent du financement que nous octroyons. Donc, on a travaillé avec eux pour comprendre à quoi ressemble ce modèle en termes de financement public. Nous avons travaillé avec notre comité consultateur et nous avons fait plusieurs consultations avec d'autres bailleurs de fonds, avec des organisations de services et récemment avec des organisations artistiques dans plusieurs villes au pays. Et certains d'entre vous avaient participé à ce processus. Elles étaient, on en a eu à Vancouver, Halifax et Québec. Désolée, j'oubliais. Un blanc de mémoire. Et on vient de les compléter. Donc, on est dans un processus maintenant de voir quels étaient les commentaires et comment ça pourrait ajuster ce modèle. Et ce modèle, en fait, commence avec l'investissement et les artistes et l'organisation artistique, de comprendre quelle est la valeur, quelle valeur l'investissement leur amène, le travail qui est créé en tant que tel, qui a une valeur intrinsèque, l'impact de la programmation que les organisations offrent aux Canadiens, aux participants, et ensuite les avantages sociaux à long terme des arts sur la communauté. Donc, c'est assez compréhensif. Mais là-dedans, on fait de la recherche. On ne va pas essayer de prouver toute la chose du début à la fin. Ça va être fait par le biais de plusieurs projets de recherche au cours des prochaines années. L'objectif, vraiment, c'est de recueillir des données, des preuves, des évidences au fil du temps qui vont nous aider à façonner un narratif différent et un narratif plus compréhensif concernant la valeur du financement des arts. Et que nous allons également travailler en collaboration avec le secteur. Nous pourrons bâtir la capacité pour raconter cette histoire et mieux comprendre quels sont les impacts exactement dans le secteur. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un collègue du Conseil qui confirme les choses que je dis à la communauté au cours des dernières années en ce qui a trait aux éléments sous-jacents au changement des programmes de financement. Une chose que je mentionne souvent aux orchestres, c'est que nous connaissons la valeur que vous avez dans vos communautés. Nous savons l'effet boule de neige que vous avez non seulement pour vos publics, mais dans vos communautés en général. Même les gens qui ne vont jamais au concert d'orchestre symphonique, ils les voient comme étant un élément essentiel de l'infrastructure de leur région ou de leur ville.
Et nous sommes convaincus de cette valeur, et vous l'êtes également, sinon vous ne pourriez pas faire le travail que vous faites si vous n'y croyez pas. Mais c'est perçu en dehors de cette boucle des rétroactions comme une conversation entre des parties intéressées qui s'auto-félicitent ou qui confirment leurs propres arguments. Le Conseil vous donne de l'argent parce que vous allez avoir un impact sur les Canadiens et ensuite vous obtenez votre financement et vous dites « Merci, Conseil, j'ai un impact sur les Canadiens » et ensuite vous nous avez dit que vous causez un impact. Donc, on met ça dans notre rapport pour le Conseil du Trésor, que vous avez eu de l'impact. Et dans des périodes où l'austérité, c'est au cœur de la conversation. Il y a des décisions difficiles à faire entre l'éducation, la santé, les arts. Dès qu'il y a une pression qui pourrait affecter le financement des arts ou votre capacité d'obtenir une subvention qui est à l'extérieur de vos réalités opérationnelles ou des commandites, alors de l'argent qui vous permet d'être libre d'interférences politiques. Et nous voulons vraiment démystifier cette perception qu'on était dans une boucle de rétroaction où on a dit et entendu ce qu'on s'attendait à entendre et à dire. Mais par contre, et c'est ce qui est sorti de notre travail, c'est qu'au début, on s'est dit, bon, mais on va recueillir les informations sur cet impact. Et ce qui était intéressant, c'est que juste en essayant de résoudre ce problème de comment est-ce qu'on peut recueillir ces informations, en fait, ça a déclenché une question plus fondamentale. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un bon cadre de travail pour pouvoir dire, ce n'est pas juste un gros idéal artistique, mais en fait, c'est guidé par la façon dont d'autres secteurs ont fait la démonstration de l'impact au-delà des fesses dans les sièges et des aspects qualitatifs. Je sais que vous vous servez probablement des arguments comme « chaque dollar investi dans mon organisation mène à… » Puis il n'y a personne qui écoute. Des arguments qualitatifs n'ont plus d'influence, mais nous croyons qu'on pouvait donner à la communauté et au Conseil un cadre de travail par lequel, éventuellement, morceau par morceau, petit à petit, on pourrait non seulement vous aider à démontrer votre valeur et à mieux comprendre d'un point de vue stratégique comment vous êtes dans cette relation de valeur intrinsèque dans votre communauté, mais afin que le Conseil puisse présenter ses efforts, ses réalisations de façon à ce que ça résume vraiment la valeur du financement des arts. C'est très important d'éviter les écueils d'autres conseils des arts qui ont essayé de dire ces histoires-là avec certaines données qui ont rapidement pris de l'eau parce qu'elles étaient purement économiques ou que les données étaient mélangées avec, excusez-moi, des données d'autres secteurs. Et notre stratégie pour éviter ces écueils-là était d'avoir des outils où la valeur est mutuelle, que vous, dans le secteur, pouvez utiliser les résultats de ces recherches-là pour votre propre description de comment votre organisme est inscrit dans la communauté et a un impact, mais aussi pour le secteur en entier d'être capable de continuer de se fédérer et de faire ces arguments-là selon une base qui est porteuse. C'est un objectif louable et qui semble très loin. Et c'est pour ça qu'on a toujours trouvé très fascinant la notion qui émerge de ce cadre d'impact-là, c'est-à-dire que ce n'est pas le Conseil qui va régler cette question-là, mais le Conseil peut être un catalyseur pour que vos partenariats, peut-être avec le secteur de la santé, avec l'université locale ou d'autres activités que vous faites, et d'autres projets de recherche qui peuvent exister indépendamment de nous, dans d'autres universités ou ailleurs dans le monde, et ceux que nous avons la capacité de faire puissent être offerts, minés et utilisés au bénéfice de cette conversation-là sur la valeur intrinsèque et donc de votre impact. Bon. One thing that Aimée said that Une chose qu'Aimée a dit qui me semble importante, c'est que lorsqu'on regarde ce travail, nous voyons
que c'est pas quelque chose qui nous appartient totalement. C'est plus grand que nous. C'est beaucoup plus grand que nous. Par contre, nous croyons que nous avons un rôle afin d'entamer des discussions et des réflexions sur ces sujets. Donc, nous travaillons afin d'établir des partenariats. On regarde les instituts universitaires et d'autres organisations avec lesquelles on peut travailler pour essayer de stimuler avoir un point de vue plus compréhensif de cet impact lorsque quelqu'un participe lors de vos événements, parce que c'est un élément clé de cette boîte noire qu'on veut essayer de déballer, en fait. Je vais continuer parce que je sais qu'il est tard. Juste pour fermer un peu ça, on est en train, comme j'ai dit, de réviser le cadre d'impact avec les informations qu'on a reçues à travers les consultations. Et puis, ça va nous mener à vraiment établir une sorte de agenda pour la recherche pour les prochaines années avec des méthodologies, avec des approches, avec des partenariats pour établir comment est-ce qu'on va commencer à répondre à des questions clés qui sont demandées par nous et par notre secteur. On vise une publication de tout ça plus tard dans l'année. C'est un peu flou à ce moment, surtout avec l'élection qui s'en vient, qui met un certain cap sur ce qu'on peut faire publiquement. Donc, c'est un peu à venir exactement quand ça va sortir, qui est aussi pareil pour le prochain projet. Just to add that. Juste pour ajouter qu'une autre chose qui est sortie très claire dans la consultation, et certains de vos collègues en ont peut-être partagé avec vous, j'étais à la consultation d'Halifax, c'est que le même cheminement sur lequel on se trouvait, à comprendre qu'est-ce qui est un impact qualitatif, qu'est-ce qu'une valeur intrinsèque. Tous ces concepts, donc pour nous, d'amener à des définitions de méthodologie pour en faire la collecte, il faut poursuivre la conversation avec vous sur où vous percevez l'impact, où c'est pertinent, etc. Donc, c'est un arc qui est plus long, mais c'est pas où vous n'entendez pas parler de nous qu'avant 15 ans, quand on a tout réglé. C'est simplement le point de début pour une conversation plus organique que nous allons avoir avec vous au cours des années à venir. Afin que, donc, ce cadre ne peut pas seulement être théorique, mais avoir une valeur pratique. Maintenant, je vais passer du macro au méso, si c'est comme ça qu'on le dit. Je vais parler d'un enjeu qui nous préoccupe, je pense, tous, et qui demande une certaine rigueur de recherche et une certaine application judicieuse de comment on approche l'enjeu. So, as you know, Alors, comme vous savez, il y a de plus en plus d'intérêt des agences comme le Conseil et le financement que nous offrons aux institutions et aux organisations, et afin de comprendre à quel point ils représentent vraiment la communauté et le secteur qu'ils représentent. C'est établi comme une mesure de performance dans certains de nos programmes, mais on n'avait pas de données à ce sujet. Nous ne savons pas exactement qui travaille à l'intérieur des organisations que vous dirigez et quels sont leurs profils. Nous savons que c'est quelque chose qui a été étudié par différents conseils d'art et différentes agences partout au monde, avec quelques succès et quelques défis, dirais-je. Et nous avons commencé il y a quelques années à étudier cette question. Nous avons commencé en 2015-2016, lorsqu'il y a eu une révision initiale de la littérature, étudier les pratiques des autres bailleurs de fonds, et comment ils ont fait la collecte de données sur ces groupes. Et on a étudié de très près les implications de la vie privée et éthique de ce faire. Donc, quelles sont les différentes règles sur la vie privée, quelles sont les implications légales pour nous lorsqu'on demande ces informations, comment le faire de façon qui serait révélateur, donc donner aux gens des données qu'ils puissent utiliser, mais aussi protéger à la fois nous, les organisations, et les individus dans ces processus. Donc, c'était un point difficile pour moi à travers tout ça, qu'il n'y a aucune ou aucun... J'ai entendu des termes sur comment d'autres ont fait, nommer et
honte aux organisations. C'est pas utile. On ne veut pas que qui que ce soit individuellement soit exposé en tant qu'identité. Donc, c'était un processus très long pour nous de trouver une approche avec laquelle on était à l'aise. Donc, nous avons par la suite, on s'est assis dessus pendant quelques temps et les choses sont produites au Conseil du Canada. Il y a eu des changements de programme, quoi, et nous y sommes revenus et on a recommencé à voir comment le mettre en œuvre. Donc, la première chose que nous avons fait, une fois qu'on a embauché les consultants avec lesquels on a travaillé, qui était Forum Research, donc une entreprise très réputée, qui ont fait beaucoup de travail en arrière-plan pour nous. Donc, on a regardé comment les autres secteurs, les autres conseils d'air ont fait cela en termes des questions de sondage. Donc, on regardait les questions de Statistique Canada, de différentes façons de faire la collecte de données. On avait une étude très approfondie de tout ça. Donc, une partie de ça faisait de bâtir notre connaissance et notre compréhension des meilleures pratiques afin de collecter des données dans lesquelles qu'on avait de la confiance et que le processus était solide. Alors, nous avons ensuite eu un sondage pilote, quoi. On a dirigé le sondage et je vais en parler dans quelques instants, mais je crois que c'est important de savoir que nous avons deux objectifs avec ce projet pilote. Le premier était de mettre cet outil de sondage au test, quoi, à l'essai. Est-ce que les gens répondent aux questions? Est-ce qu'ils pensent que ça reflète leur réalité, c'est pas trop intrusif, etc.? Et est-ce que les gens sont prêts de travailler avec? Et deux, c'était de recevoir de la rétroaction des consultants sur une perception d'une mise en œuvre future plus large. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment le percevoir en termes de processus continu ou périodique? Est-ce que tu veux que je continue un peu? Comme tu veux. Même. On a fait le développement du sondage et on a fait une consultation avec des représentants des organismes artistiques et des organismes de services. Il y avait une représentante du secteur des orchestres. Deux, en fait, votre collègue, M. Chris Wilkinson et Thérèse Boutin ont été deux des personnes qui ont fait partie d'un plus grand groupe de consultants, de participants du secteur danse, arts visuels, théâtre et de partout au pays et dans les deux langues pour avoir de la rétroaction sur la première version du sondage qu'on développait. Donc, encore une fois, merci à tout le monde qui a participé à ça. Merci. Et surtout, merci à ceux et celles qui ont participé. Oui? Organismes nationaux de services aux arts. Donc, c'est le National Art vocable Service pour les Organization, organismes tels sorry. que Orchestre Canada. Wow. Acronym soup. Sorry about that. La soupe des acronymes. On fait toujours ça, désolé. Il pourrait y avoir, on vous avise, il pourrait y avoir d'autres acronymes bizarroïdes qui vont se pointer. Et On a envoyé le sondage à 25 institutions. C'était des institutions qui ont été invitées, c'était pas obligatoire. Tout le monde c'était volontaire de participer ou non. Tout le monde qui a été invité a accepté. Et il faut qu'on remercie vraiment tous ceux et celles qui ont participé parce que c'était beaucoup de travail. C'était plus de travail qu'on aurait pensé. Il y avait 4 orchestres qui ont participé. On avait des organismes de tailles différentes, de régions différentes, disciplines, modèles d'affaires. Le seuil, par contre, c'était il fallait que l'institution avait au moins 20 employés. Et pour ça, c'était parce qu'on voulait partager les données avec les institutions. Et s'il y avait un échantillon un peu plus petit, on n'était pas assuré qu'il y aurait assez de répondants pour pouvoir partager l'information et respecter la sécurité de l'information. Which is one of the clear... qui est une des limites très claires de notre cadre aux lois sur la vie privée. Et c'est pour ça que la révision était critique avant de consulter le sondage. Donc, pourquoi pas simplement envoyer un sondage aux ressources humaines plutôt que d'envoyer des rappels au personnel autour de moi? Parce que littéralement, on ne peut pas demander à votre département de ressources humaines de faire une compte des têtes, quoi, parce que c'est illégal. Et il y a d'autres différences au niveau des provinces qu'on devait respecter. Alors, merci l'Alberta, là. Alors, ces contraintes étaient réelles, mais ça exprimait le soin qu'on a dû apporter à ce processus.
Et sur ce point, je voulais m'assurer que tout le monde est clair que la façon que le sondage est effectué, c'est que c'était envoyé à une personne contact dans chaque organisation qui a distribué ce sondage aux employés et au conseil qui avaient l'opportunité de s'identifier. Et c'est critique parce que, comme Amy a dit, la ligne dite légale est très vague, mais il n'y a personne qui devait prendre une détermination au sujet de l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, je ne devrais pas dire que vous êtes une femme et vous êtes un homme. Je sais pas ça, je suis pas certaine à 100%. Et je ne devrais pas dire certainement que quelqu'un a un handicap quelconque ou que quelqu'un a une identité culturelle dont je suis pas certaine. Et on a aussi des inquiétudes par rapport à demander aux ressources humaines de faire ça basé sur les documents du personnel parce qu'on va s'assurer qu'ils stockent les données en vertu des lois sur la vie privée. Donc, c'est là qu'on a diverti, si on veut, sur nos collègues en Angleterre. Et nous savons que nous avons un collègue de l'Angleterre qui ont une approche différente. Il y a différentes lois sur la vie privée là-bas et le Conseil de l'art a une désignation comme eux. Ils ont sont notés comme étant groupe statistique et nous non. Donc, c'est un processus difficile, mais nous croyons que on obtenait des données avec lesquelles les gens étaient à l'aise de partager. Et il faut s'assurer que c'est clair, que les gens ont le droit de dire non. Et ça va, c'est le conseil ne vous forcera jamais de divulguer ou de donner des informations que vous croyez n'est pas pertinent à partager. Donc, non seulement pour gérer les sensibilités des gens sur leur propre identité, mais votre droit fondamental de dire je ne vous dirai pas comment je m'identifie dans votre sondage du gouvernement, quoi. Et ce sont vos droits. Et ça veut dire que chaque question avait une option de « je préfère ne pas répondre ». Donc, les gens avaient le choix, ils pouvaient répondre aux questions avec lesquelles ils étaient à l'aise et ignorer les autres. Et on regardait c'était quoi ce pattern, si on veut, parce que ça vous dit aussi si la question était intrusive ou non claire, pas très claire. Donc, ce sont des choses qu'on regardait aussi. Comme vous pouvez voir, on avait un grand... l'échantillon est assez grand puisqu'on a envoyé ça à une vingtaine d'organisations. Il y a 3000 personnes qui ont reçu le sondage, presque y compris les employés. Et croyez-moi, trouver c'est quoi exactement un employé dans une organisation artistique, c'est très compliqué parce que ça varie par secteur. Et nous avions environ un peu plus que 1000 réponses, qui est 37% comme taux de réponse, qui est très bon pour les sondages en général. Toutefois, le taux de réponse par organisation variait de façon importante. Donc, on a des taux de réponse qui étaient dans les 70-80% et d'autres que c'était dans les 10 et 15%. Alors, ça fait partie de notre apprentissage sur la façon de gérer tout ça et s'assurer que le processus n'est pas onéreux et que les gens se sentent à l'aise de répondre. Donc, le questionnaire avait 3 sections, dont la première section sur l'emploi, combien d'années, depuis combien de temps vous êtes avec l'organisation, votre niveau de seniorité, est-ce que vous avez été embauché à ce niveau, vous avez été promu? Quel est votre revenu annuel en moyenne? Donc, les bases, si on veut, autour de l'emploi. Donc, après une série de questions sur la démographique, âge, identité culturelle, genre, orientation sexuelle, c'est assez large comme question. Et ensuite, ils nous ont posé plusieurs questions qui étaient des questions fermées. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur leur perception de la diversité dans le secteur. À quel point pensait-il que le secteur était divers, ou il y avait des diversités plutôt? À quel point qu'ils pensaient que certaines questions étaient importantes pour l'organisation? Et qu'est-ce qu'ils pensent que l'organisation agit en ce qui a trait de ces questions? Donc, des questions fermées. Donc, il y avait des cases à cocher. Et parce qu'on avait commencé, on a eu des conseils il y a quelques années sur l'importance d'avoir ce genre d'expérience qualitative que compter n'est pas suffisant. Mais on a commencé à avoir des inquiétudes sérieuses sur la question d'avoir des révélations. Si une personne avait visé quelque chose comme l'harcèlement ou la discrimination, qu'on devrait faire quelque chose avec cette information. Et nous ne sommes pas un tribunal et c'est un projet de recherche. Ce n'est pas quelque chose où on se sentait comme si on pouvait recevoir ce genre d'informations et de le traiter de façon sécuritaire. Ouh, le temps va là. Le temps file parce que c'est fascinant. Parce qu'il y a beaucoup de contenu aussi. Oui, il y a beaucoup de contenu.
Je vais vous dire, ce projet était un bébé pour moi. Je crois que c'est critiquement important pour tout le monde de comprendre comment qu'on peut faire avancer ces choses. La chose avec tout ça, c'est qu'on est dans l'analyse des données. Les données vont être partagées avec les organismes qui ont participé. Donc, ça, c'est la première étape. Quand c'est prêt, toutes les données sont nettoyées. Il y aura des tableaux de bord qui vont être partagés avec les organismes. C'est des données qui sont, bien sûr, anonymes et agrégées. Ils ne peuvent pas voir qui a répondu à quoi. Et l'échantillon doit être d'une certaine taille pour pouvoir partager l'information. Donc, s'il y a moins de, je pense, 10 répondants dans une catégorie, on ne peut pas donner l'information. Donc, on fait de notre mieux pour protéger l'identité des individus. Après ça, il y aura un rapport sur les données agrégées de toutes les institutions qui ont participé. Et c'est ce rapport qui va être publié plus tard cette année-ci. Et le Conseil va aussi recevoir un rapport de recommandation de comment est-ce qu'on peut, dans le futur, envisager un sondage comme ça qui va être administré à un plus large échantillon ou avec toutes les institutions et les organismes qui sont subventionnés par le Conseil, qui ont des programmes, qui ont une mesure de rendement ou un critère par rapport à la diversité. Parce qu'il faut être clair que nous, comme institution, on ne peut pas demander des données qui ne sont pas utiles dans la gestion des programmes. Alors, pour un programme qui n'a pas de critères autour de la diversité, on ne peut pas poser ces questions. Alors, c'est quelque chose qu'on appelle la politique qui nous donne le droit de demander certains types d'informations. Donc, si on ne l'a pas, on ne peut pas poser la question. Donc, pour une organisation avec 3 membres du personnel, on ne posera pas la question. Et c'est là que je m'imbrique dans le programme d'engagement et de durabilité. Encore une fois, lorsque nous avons lancé ces nouveaux programmes, ou lorsqu'on lance ces nouveaux programmes, donc la question était posée immédiatement. Mais il y a 30% de la cote particulière pour notre organisation dans votre programme qui est au sujet de l'engagement et de refléter la diversité de la communauté que je desserre. Comment savoir si ça va bien? Est-ce que vous allez poser des quotas? Comment est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de travail similaire ailleurs, dans d'autres pays ou d'autres États ou dans notre ami au Sud, qui ont utilisé différentes approches à faire le lien entre ces questions avec le financement de façon, et c'est ça que la révision de la littérature initiale a révélé. Nous avons découvert que même les États les plus progressifs comme le New York ou la Californie ou d'autres pays européens, particulièrement en Angleterre, le Royaume-Uni, toutes ces initiatives avaient donné presque aucun résultat. 20 ans de principes d'équité et des programmes d'engagement n'ont pas changé la main-d'œuvre ou la diversité dans la main-d'œuvre, si on veut, de façon significative dans certains secteurs ou le secteur des arts. Et donc, comme nous avons dit au début de la présentation, il n'y a aucune façon que le Conseil commettrait encore une fois les mêmes erreurs. Si on lance quelque chose de ce domaine, on voudrait surmonter ces soubresauts que nous connaissons parce qu'ils sont produits ailleurs aussi. Le Conseil a dit qu'on voulait atteindre des changements réels. Le changement réel n'est pas rapide. Le vrai changement est un catalyseur sur un arc plus long pour cette conversation. Et nous savions aussi que nos communautés évoluent. Ils changent devant nous, quoi, et devant nos yeux. Particulièrement l'orchestre ou les orchestres ou la pertinence à votre auditoire immédiat dans votre communauté, pas la communauté artistique, la communauté dans laquelle vos bureaux et votre salle de concert se trouvent. Vous êtes aligné avec l'évolution de cette communauté, sinon vous ne pourrez pas survivre dans l'environnement dans lequel opèrent les orchestres. Donc, on est conscient de ça. Non seulement ça, mais le Canada est vraiment une mosaïque. Et c'est impossible que la situation à Halifax soit égale que celle de Toronto ou celle de Timmins ou la situation dans les Edmonton ou dans les... Il n'y a pas une taille unique, quoi, où il n'y a pas de baguette magique que le Conseil pourrait utiliser de bonne foi.
On aurait pu vraiment mis cette question de côté, mais étrangement, on essaie de faire du travail important avec ça. Donc, je dis aux personnes qui font des soumissions qu'il n'y a pas de quota, il n'y a pas de matrice arbitrale. On ne demande pas simplement que vous dites, bon, atteindre 5% de diversité dans le personnel. Nous savons que vous avez des auditions adéquates. Nous savons que vous reflétez déjà dans votre main-d'œuvre, que vous reflétez d'une façon ou l'autre la communauté que vous desservez. Nous savons que le travail doit continuer, que nous n'avons pas encore atteint une stabilité quelconque en termes de certaines barrières systémiques de l'accès aux de nouveaux Canadiens, les personnes Premières Nations, métiers, nous, auxquels sont confrontés. Et la diversité, donc le processus de méritocatoire n'inclut pas nécessairement le personnel du groupe communication ou finances. Donc, il y a des questions plus holistiques, si on veut, sur ces questions. Mais encore une fois, il n'y a aucune façon que le Conseil ferait ça de façon qui serait égoïste. Ça devait avoir une valeur mutuelle pour vous dans ce secteur, pour avoir l'impression de savoir que vous pensez que l'outil vous donnerait une image très claire de votre main-d'œuvre, de vos collègues ailleurs dans le pays, que vous serez en mesure de vous mesurer, non seulement en évaluant parmi les données de Statistique Canada, si vraiment vous êtes en avance ou en arrière. Et absolument, on n'est toujours pas prêt à mesurer ou de se prononcer de quelconque façon. Il faut que ça soit compris comme étant une approche intégrative égale afin que les droits des individus, mais qu'un changement réel soit accompli pour améliorer notre vivre ensemble, qui est aussi lié à ce que vous faites par votre programmation, parce que c'est sous-jacent à votre travail. Donc, l'amélioration, si on veut, de vos auditoires et vos communautés. Donc, on est très prudent également parce que nous sommes très conscients de comment ces questions peuvent devenir un football politique au détriment d'une vraie coexistence qui surmonte ces obstacles et le racisme systémique. Parce que ça existe, pas partout de la même façon. Ça ne s'exprime pas de la même façon, dépendamment d'où on travaille, qu'est-ce que vous faites, la communauté dans laquelle vous vous retrouvez. Mais toutes nos communautés évoluent et votre pertinence est essentielle. Et si on peut vous dire que votre pertinence est essentielle, c'est pour ça qu'on fait ce travail. Les pairs nous ont demandé à l'ancien concours et à celui-ci, ils ont dit, bon, mais est-ce que vous allez nous donner des chiffres afin qu'on puisse mesurer et comparer les organisations? Et on a dit, on n'est pas là encore parce qu'on a fait une promesse que l'outil serait significatif, les données seraient utiles, que ce soit sensé pour vous. Et ensuite, nous devons avoir une conversation très prudente concernant quand ça va être déployé, si ça va être déployé. Pour les évaluations. Ça pourrait être des évaluations par les pairs, mais ça pourrait être dans votre reddition de compte à la fin d'un cycle de financement. On n'a pas déterminé encore quand, comment, combien de temps ça va prendre pour déployer cet outil pour octroyer du financement. Donc, lorsque vous allez faire votre reddition de compte, voici les activités que j'ai faites, voici mes statistiques. Donc, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet. Et vu que les critères vous reflètent soit dans votre gouvernance et ou dans votre programmation artistique et ou auprès de votre public, la diversité de la communauté que vous servez, vous voyez, c'est très, très large afin que votre contexte, dans vos mots, dans la façon dont vous comprenez ce que vous faites pour votre communauté, c'est ce qui va être amené à la table et présenté à vos pairs. Et en ce moment, les pairs, nous, les employés du Conseil et vous en tant qu'applicants, on a une confiance mutuelle, sachant que les gens connaissent bien leur secteur, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, où est-ce qu'ils en sont. Et c'est là où l'évaluation repose en ce moment, sur ces questions. Nous avons déjà vu de beaux progrès,
des anecdotes fantastiques, des activités fantastiques qui ont vraiment percé le mur d'incompréhension mutuelle entre les communautés parfois. Mais nous savons également que la société n'est pas là encore et nous savons que ces questions vont continuer à survenir, à être soulevées dans cette conversation concernant les subventions, parce que c'est plus grand que nous, c'est plus grand que notre secteur des arts. Et malheureusement, le secteur des arts n'est pas complètement à part du reste de la société. Nous sommes intégrés dans la société, donc ces questions vont continuer à être soulevées dans la façon dont nous faisons les choses et comment on essaie de canaliser ce que vous faites, quelles sont vos connaissances sur le terrain, afin que ça mène à des changements significatifs. Et les changements significatifs, c'est un changement qui a du sens. Du changement significatif, c'est un changement que les gens peuvent ressentir, qu'ils pensent que ça a un impact positif dans leur vie et la vie des autres. Je sais que ça semble très kumbaya. Oui, on s'aime tous. Ah, vous vous comportez vraiment comme un conseil d'essayer de tout régler les problèmes du monde par le biais des arts. Mais nous croyons qu'avec votre travail, nous pourrons y arriver. Donc, ça oriente vraiment comment on a approché ce projet. On prendra les questions à la fin. Il nous reste une planche et ensuite, on prendra les questions. Aimer un micro, tu sais, ça prend du temps. Yeah, it's all my fault. Actually, I've been timing myself. I'm doing good. Je me chronomètre, puis je m'en tire très bien, en fait. Le mot de la fin, si on revient au quantitatif, les données quantitatives. Alors maintenant, il faut revenir sur Terre. Donc, au cours des dernières années, nous avons essayé de bâtir une bibliothèque de rapports basée sur les données qui sont mises dans CADAC. Vous savez c'est quoi CADAC ou est-ce que je dois vous faire un rappel? Vous savez c'est quoi CADAC? Okay, I'll just do this so that we can get ourselves going. Alors, CADAC, information statistique et financière d'organisations qui reçoivent du financement du gouvernement. Donc, nous avons produit plusieurs rapports au cours des ans et cette année, on a regardé les opéras et les orchestres et les troupes de théâtre francophones et anglophones. Est-ce que ça a été publié? Non, le théâtre, ça n'a pas été publié. Ça s'en vient cette semaine, je crois. Donc, ce que ces rapports font, c'est qu'ils regardent l'impact économique, le nombre du public, l'accès aux arts par la participation du public et la performance financière de l'organisation. Ce rapport orchestres qui ont reçu des subventions du Conseil des arts durant la période de référence, qui est de 2010-11 jusqu'à 2016-17. Et puis, on fait une analyse de plusieurs années pour pouvoir donner un portrait quantitatif du statut de ces organismes. So this report is available on... Ce rapport est disponible sur notre site Web. C'est celui que vous pouvez aller voir. Et en fait, j'étais sur le site Web. C'est un peu difficile à trouver. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais m'assurer que Catherine puisse vous envoyer ceci si vous n'avez pas reçu le bulletin lorsqu'il a été publié il y a 2 semaines. Donc, vous pouvez lire ceci. Je n'ai pas à vous en dire plus. Bon. Maintenant, les constats. En général, c'est assez intéressant. Il y a des tendances qui sont à la hausse. On a vu les revenus, une augmentation des revenus pendant les périodes de référence, ce qui est... Alors, les revenus gagnés. Un point que j'ai trouvé assez intéressant lorsque je regardais le rapport ce matin, c'est qu'il y a eu un changement intéressant en termes de financement, de cueillette de fonds du côté corporatif vers les fondations. C'est là où il y a eu de la croissance en termes des revenus privés, de provenance des revenus privés. Il y a aussi eu de la croissance en termes des droits d'entrée, les revenus de billetterie. C'est environ 3/4 des revenus pendant cette période 2016-2017. On a vu une augmentation dans les représentations publiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu une croissance en termes de
nombre de commandes de nouveaux travaux. Donc, très bien fait. Je sais que des fois, c'est difficile à faire. Alors, fréquentation, c'est bon pour la période de 2010 à 2017. Près de 2 millions de personnes qui ont assisté au spectacle. Ces chiffres ne sont pas individus. C'est pas des individus, c'est des personnes. Alors, il y a des gens qui sont allés à plusieurs concerts. Ils seraient comptés à chaque fois qu'ils vont à une représentation. Donc, je vous dis que c'est pas le nombre de Canadiens qui sont allés voir des spectacles, c'est le nombre de personnes qui ont participé. Donc, des tendances qui étaient assez intéressantes, à mon avis. Bon, on a vu qu'il y a eu un changement d'emploi à temps plein vers temps partiel. Il y a un bon équilibre en termes de coûts administratifs et autres. Pour le positionnement financier des orchestres, c'est à la hausse. La plupart des indicateurs démontrent qu'il y a eu une stabilisation. Il y a un meilleur ratio. Le capital opérationnel va mieux. Par contre, on dirait qu'en termes de relations à la balise nationale de toutes les organisations dans CADAC, le positionnement financier est un peu moins fort que ce qu'on voit en général. Mais la moyenne ne représente personne, statistiquement parlant. Mais je crois qu'il y a des domaines où on a vu de belles améliorations pendant cette période de temps. Donc, évidemment, ça a été fait en 2016-2017. C'est la dernière année de données dans CADAC. Donc, il y a des prévisions dans le rapport aussi qui regardent ce que vous nous avez dit dans vos prévisions de CADAC. On s'attend au fil du temps, pendant qu'on fait ces rapports, de façon plus cyclique, qu'on pourra regarder des analyses de tendance de façon plus approfondie, aussi regarder certains des enjeux contextuels. Donc, les données nous disent le statut, mais ils ne disent pas pourquoi. Donc, certaines des questions et des choses qui sont soulevées dans le rapport sont très intéressantes. Ça peut nous aider à aller un peu plus loin et à mieux comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on voit certaines tendances ou certains changements dans la fréquentation ou dans les revenus de billetterie. Un point là, c'est qu'on a vu que les revenus de billetterie n'ont pas grandi aussi rapidement que la fréquentation. C'est un fait intéressant et je n'ai pas la réponse pourquoi. Mais je suis certaine que vous le savez. Donc, je crois qu'il y a... on pourrait avoir des discussions intéressantes pour donner un peu de contexte à ces chiffres. Lorsque vous aurez la chance de lire le rapport, si vous avez des commentaires ou des questions sur comment ça pourrait vous être plus utile, c'est vos données. Il s'agit de vos données. Et on essaie de rendre ces données utiles. On veut qu'elles soient vivantes et que ce soit utile pour vous, soit pour vos conseils, pour votre planification. Donc, plus ce rapport est vu comme étant un service qui vous aide à prendre des décisions, mieux c'est pour tous. Donc, s'il y a des points que vous voulez soulever quant à l'amélioration, vous pouvez. Je suis certaine que Catherine sera heureuse de nous faire parvenir votre message ou bien vous pouvez toujours nous envoyer un courriel au conseil. Je pense qu'on va arrêter ici. Le point final, en fait, c'est que lorsque nous faisons ce genre de travail, comme Aimé a dit, c'est essentiel que ce soit inclusif, qu'on trouve une façon que ce ne soit pas de la recherche concernant quelque chose, mais plutôt de la recherche avec quelque chose ou de la recherche pour quelque chose. Et afin que ça ait une valeur pour vous. En tant qu'institut gouvernemental, si on fait de la recherche qui n'a aucune valeur pour vous, eh bien, on ne réalise pas notre mandat. Donc, on espère que ça vous a aidé à mieux comprendre quels sont les projets que nous entreprenons dans ces projets de recherche, où est-ce qu'on s'en va. Et je pense qu'on a peut-être une minute ou deux pour prendre des questions. Je vais regarder Catherine.